Hello les premières G3. Écoutez, je vais déjà commencer par vous souhaiter une très très belle année. Même si les temps sont depuis quelques mois incertains, j'espère que tout au moins le contexte sanitaire va s'apaiser et va vous permettre de réaliser une fin d'année un peu plus normale que ce que l'on vit depuis quelque temps. Et puis, j'espère aussi que vous aurez, durant cette année 2021, plein de petits plaisirs et de grands bonheurs, hein, parce qu'il n'y a pas non plus que l'école dans la vie. Écoutez, encore une fois, très belle année, et puis donc on se revoit très bientôt. Alors en attendant, je vais vous donner un petit peu les premiers éléments du nouveau chapitre d'histoire que l'on va étudier quand vous rentrerez. Et donc, on est toujours dans cette thématique de l'Europe face aux révolutions, et on attaque le deuxième chapitre, donc l'Europe entre restauration et révolution. Restauration, hein, j'imagine que vous connaissez le mot, hein, quand on restaure quelque chose, hein, c'est qu'on prend quelque chose qui a déjà été existé, on le répare, voire on l'améliore pour qu'il soit de nouveau fonctionnel, hein. C'est à peu près la même chose en histoire, hein. C'est-à-dire que la restauration, c'est-à-dire qu'on va reprendre quelque chose d'ancien, qu'on va remettre au goût du jour, et qu'on va sûrement devoir façonner pour justement l'adapter au contexte nouveau. Donc la restauration, c'est en fait fermer cette parenthèse révolutionnaire, hein, pour remettre en place une période de monarchie, hein, puisqu'on va voir que l'Europe a été particulièrement troublée par les événements de la Révolution française, qui a donné un nouveau modèle politique, enfin plein de nouveaux modèles politiques d'ailleurs, hein, puisqu'on a vu que pendant 10 ans, la France avait quand même pas mal tâtonné, hein, entre la monarchie constitutionnelle, puis ensuite la République, puis la Terreur, et puis ensuite, après 1799, c'est Napoléon qui a fait en quelque sorte une synthèse entre l'héritage de la Révolution et le, la tradition monarchique en France, en prenant les symboles. La chute de Napoléon, hein, à la suite de ses défaites militaires, va permettre aux monarchies européennes d'essayer tout au moins de remettre de l'ordre en Europe. Et c'est ce qu'on va voir là. Alors, on va voir dans cette première partie ce, cette volonté, hein, de, de supprimer, hein, ce que la Révolution a essayé de mettre en place, avec en même temps cette impossibilité de tout supprimer. Donc voilà un peu ce qu'on va voir avec, vous voyez, cette illustration, hein, de ce chapitre avec cette peinture qui, vous voyez, peut clairement, voilà, fait référence au drapeau de la France, hein, qui, face à la monarchie, hein, donc, qui est symbolisée par le blanc, hein, clairement imprimé dans l'histoire de la France, hein, cette période de Révolution française. On a essayé de déchirer un peu le drapeau blanc, et y voir un peu d'espoir, tout au moins lié à la liberté, hein, et donc on a vu un peu de ciel bleu apparaître. Pour autant, voilà, ces événements ont été généralement particulièrement sanglants, hein. Et voilà ici une interprétation un peu de, du- de la France, hein, avec donc ce bleu, blanc, rouge, hein, à la fois ce blanc pour la tradition monarchique, hein, qui est restée, même de nos jours. Certains n'hésitent pas à dire que on a beau être en République, on a beau avoir un président, il y a encore une tradition, un décorum assez monarchique en France, avec une volonté, voilà, de liberté et voilà, de lutte, oula, de lutte sanglante pour l'obtenir. Alors, euh, en guise d'introduction, hein, on peut dire qu'après la défaite de Napoléon et le démantèlement de l'Empire, hein, le démantèlement, c'est que voilà, on l'a démonté, hein, le démantèlement, c'est-à-dire voilà, on a démonté l'Empire que Napoléon s'était créé, hein. On va le revoir ça avec le congrès de Vienne.
Donc le démantèlement de l'Empire en 1815, la peur que des mouvements révolutionnaires ressurgissent. Souvenez-vous, on avait vu que les monarchies européennes étaient très inquiètes devant les événements révolutionnaires français, puisqu'ils n'avaient vraiment pas du tout envie que ça donne des idées à leur propre peuple de contester le pouvoir des rois. Donc les monarchies européennes se disent qu'il est temps d'agir, de profiter de la défaite de Napoléon pour un petit peu remettre à défaut de les remettre à plat, de remettre les choses en ordre. Donc les vainqueurs de Napoléon se réunissent au congrès de Vienne pour tenter d'effacer l'empreinte de la Révolution française et de l'Empire napoléonien pour, et c'est une chose parmi d'autres, essayer de redessiner une carte de l'Europe, puisque toutes les conquêtes de Napoléon voilà, sont parties en fumée, et il faut peut-être à certains endroits redessiner des frontières. Bien, alors le problème, c'est ce que je viens de vous dire, et c'est un peu l'enjeu, encore une fois, de cette première partie, c'est que d'un côté, il y a une tentation à vouloir effacer ce qui vient de se passer pendant une quinzaine d'années, enfin une vingtaine d'années, et puis cette impossibilité, puisqu'on va voir que les peuples qui ont connu un peu ce vent de la liberté, grâce à la Révolution française, même si ça a été sanglant, même si ça a été parfois difficiles, sont quand même des gens qui se sont battus pour avoir un avenir meilleur, pour avoir plus de liberté. Ces peuples ne sont pas forcément prêts à revenir en arrière et à refaire comme si rien ne s'était passé. Donc ces monarques, ces monarchies en Europe, veulent au contraire, eux, faire table rase de tout ce qui s'est passé et ne veulent pas tenir compte des aspirations des peuples à disposer d'eux-mêmes. Peut-être avez-vous déjà entendu ça, on verra, ça va revenir même au XXe siècle, avec ce concept qui va arriver après la Première Guerre mondiale, avec les 14 points du président Wilson aux États-Unis, le président américain, qui propose une nouvelle organisation diplomatique après la Première Guerre mondiale. Et dans un de ces points, un de ces 14 points, il propose 14 points de réflexion pour réorganiser la diplomatie mondiale. Il parle donc du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Chaque peuple a le droit de créer son territoire indépendant. Alors, vous voyez, ça apparaît déjà à ce moment-là, cette idée, mais voilà, pour les monarchies de 1815, il est hors de question d'envisager ça, et donc vont plutôt avoir tendance à nier, à ignorer les revendications nationales. Certains pays se disent que c'est peut-être l'occasion de pouvoir créer leur propre pays. On va revenir 2 secondes tout à l'heure sur les notions de territoire, de nation et d'État. Et donc, on se retrouve dans cet enjeu-là, à la fin de l'Empire napoléonien, 1814-1815, un enjeu clair entre les nostalgiques du passé, donc les rois qui veulent effacer ce qui s'est passé pendant la Révolution et remettre en place ce qui existait depuis des siècles, pensant que voilà, les choses allaient reprendre leur cours normalement. Mais cette révolution a clairement fait changer l'état d'esprit de pas mal de peuples qui voient dans cette période la révolution qui leur a donné des idées, Napoléon qui voilà, est hors jeu, c'est peut-être l'occasion pour eux de prendre leur destin en main et de créer leur propre nation, enfin de transformer leur nation en un véritable État, un État où ils seraient libres. Euh, les rois ne le voient pas comme ça, et c'est pour ça qu'on va voir que ça va être une période de profond bouleversement, mais aussi de grosses tensions. Et on va passer comme ça d'un jeu de balancier, en quelque sorte, entre des tentations un peu autoritaires des rois et puis des tentations de révolte pour obtenir la liberté de la part de certains peuples. Donc, comment les idées de liberté et d'indépendance s'imposent-elles progressivement en France et en Europe, malgré la restauration monarchique? Voilà un peu l'enjeu du programme, du chapitre. Les monarchies vont revenir quasiment dans tous les pays, mais si elles vont essayer de rétablir une monarchie absolue, les peuples, eux, s'ils sont prêts éventuellement à accepter de nouveau un roi, ils n'accepteront plus la monarchie absolue telle qu'elle existait avant la Révolution, que ce soit en France
ou ailleurs de toute façon. Donc on est à un moment charnière, hein, ce début du 19e siècle, c'est un moment charnière entre est-ce qu'on va revenir à ce qui se passait avant, ou est-ce que les changements qui ont été proposés pendant la Révolution vont résister euh, au temps. Donc, premier point, le Congrès de Vienne réorganise l'Europe. Alors, je vous incite, parce qu'on va le faire plutôt là directement, mais je vous incite éventuellement à aller regarder un petit peu votre bouquin. Alors, page 52-53, je ne sais plus, hein, encore une fois, je ne sais plus si on a la même édition, mais si c'est pas 52-53, c'est un peu avant ou un peu après, mais cherchez hein, dans le sommaire ou dans le chapitre, la double page sur le congrès de Vienne, hein, vous allez la trouver. Hein. Donc n'hésitez pas à feuilleter un peu autour de cette page 52-53 si ce n'est pas celle-là. Euh, les pages qui correspondent au congrès de Vienne, vous pouvez regarder les documents, et puis je vous invite à regarder cette petite vidéo ici, hein, vous pouvez cliquer sur le lien. Oula, je m'en vais loin là. Alors ça dure 6 minutes. Il y a pas, c'est pas Star Wars, hein, il n'y a pas d'effets spéciaux, etc. C'est un type qui vous raconte, mais qui vous décrit très très bien, en 6 minutes, vraiment tous les enjeux du congrès de Vienne. Donc on fait une petite pause, je vous laisse regarder ça, et puis je reprends l'antenne tout à l'heure. Voilà, à tout de suite.